Comment ça va? Comment allez-vous? Passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde. Le moment critique est arrivé. L'Iran continue d'attaquer. Un volcan surprend également avec une éruption et d'autres choses encore. Nous allons voir tout cela en direct. Si vous venez d'arriver, mettez un like, partagez et passons à la première image. Selon les rapports, une zone industrielle d'Israël aurait été touchée. Un bâtiment à Beersheba, en Israël, d'après ce qui est rapporté. Nous verrons ce que l'on en saura plus tard, mais évidemment, ce genre de situation est aussi surprenant. Un autre sujet qui attire l'attention est ce volcan, qui apparaît là-bas sur une île française, au Piton de la Fournaise, ou Fortnite. Non, ce n'est pas ça, ce serait de la fortune. Oui, ce serait ça. D'après les rapports, en 20 ans, on n'avait pas vu une éruption de ce niveau. Les coulées de lave n'avaient pas été enregistrées à une telle ampleur au cours des 2 dernières décennies, selon ce que rapporte l'observatoire de cette île française. Un autre sujet qui attire également l'attention, c'est ce qui se passe en Iran, parce qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Lorsqu'on a un objectif de guerre, dans ce cas, l'objectif est d'empêcher les Iraniens d'avoir des armes nucléaires, n'est-ce pas? Mais Raphaël Grossi change de perspective cette fois-ci et attire l'attention avec ce qu'il a dit, en ce moment même. Il affirme ou reconnaît que, l'Iran aurait effectivement subi un coup dur. Cela en pensant au fait que des installations nucléaires ont effectivement été attaquées et endommagées. Dans un nouveau rapport. Pourquoi cela a-t-il surpris ? Parce qu'il faut rappeler qu'il y a encore quelques jours, on affirmait que les installations nucléaires iraniennes étaient toujours intactes. Qu'est-ce qu'on sait ? Entrons dans les détails. Le chef du nucléaire de l'ONU avertit que les attaques n'ont pas mis fin au programme nucléaire, mais qu'elles l'ont bel et bien affecté. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, d'origine argentine d'ailleurs, il a confirmé que le programme nucléaire de l'Iran a subi d'énormes dégâts après les attaques contre les installations. Cependant, c'est là que cela devient intéressant, car il avertit que tout n'a pas été détruit. Qu'est-ce que cela signifie qu'il reste à l'Iran d'importantes capacités nucléaires, c'est-à-dire que l'objectif de la guerre n'est pas encore atteint? Au moins l'un des principaux. Il y a 2 grands objectifs dans ce conflit. Mettre fin au régime des ayatollahs, ce qui semble compliqué, du moins pour l'instant, et mettre fin au programme nucléaire des Iraniens. C'est aussi un sujet difficile, car elles sont souterraines, du moins une bonne partie des installations. Permettez-moi simplement de prendre un café avec vous ici, et nous allons entrer dans les détails. Selon les rapports, l'information supplémentaire donnée est que le point le plus alarmant concernant l'uranium enrichi stocké à Ispahan pourrait suffire à fabriquer entre 10 et 12 armes nucléaires. Cela changerait complètement l'équilibre stratégique au Moyen-Orient. À partir de là, si l'Iran possédait des armes nucléaires, au moins les pays voisins seraient-ils vraiment préoccupés d'avoir un pays qu'ils considèrent, pour beaucoup d'entre eux, comme un ennemi et qui serait armé jusqu'aux dents. Maintenant, l'Arabie saoudite a indiqué que si l'Iran possède des armes nucléaires, eux aussi en auront immédiatement. Ils ont l'argent et la capacité technique, mais jusqu'à présent, ils ne possèdent pas d'armes nucléaires. L'Arabie saoudite mène des recherches et s'investit sérieusement scientifiquement depuis quelques années. Pour avancer, ils ont un programme spatial, ils ont envoyé une sonde sur Mars. Allons-y, l'Arabie saoudite est aussi un pays qui mise sur la technologie, mais c'est aussi le cas de l'Iran et évidemment d'Israël, sauf qu'Israël possède des armes nucléaires. Toujours cette question. Pourquoi certains continuent et d'autres non? Et ce débat persistant. Mais ce qui est important ici, c'est que plus il y a de pays qui possèdent des armes nucléaires, surtout avec des régimes qui cherchent à étendre une religion, évidemment, tu te mets à réfléchir. Un sujet que Grossi et Raphaël Grossi a évoqué, c'est qu'il rejette, cette idée que le programme nucléaire est complètement terminé, c'est-à-dire que le programme existe encore en partie. Il dit que le grand débat est de savoir ce que c'est. L'Iran va-t-il accepter de suspendre l'enrichissement, au moins pendant quelques années, dans le cadre d'un accord, d'un nouvel accord? Nous revenons au fameux cycle qui se répète pour voir pourquoi l'accord a été rompu, il y avait déjà un accord.
L'Iran permettait à des spécialistes d'entrer pour vérifier qu'il n'y avait pas de programme nucléaire militaire, et tout se passait en paix. Cet accord a été conclu à l'époque d'Obama. Qui a rompu cet accord et à cause de qui nous avons ce problème aujourd'hui sur la planète? Donald Trump, lors de son premier mandat, comment l'accord a-t-il été rompu? Ils tirent sur Soleimani, ils éliminent le deuxième personnage le plus important du secteur militaire de la garde révolutionnaire. Et à partir de là, la situation commence à se compliquer, parce que l'Iran se referme, l'Iran. Il faut aussi reconnaître que pour négocier, c'est toujours très ambigu. Il dit une chose, mais c'en est une autre. Des deux côtés, le dialogue est impossible, et il semble qu'il n'y aura aucune issue tant que l'un n'aura pas détruit l'autre. En gros, c'est tout le régime iranien qui est en jeu, c'est-à-dire que c'est l'existence du régime qui est en jeu, pas la population, mais le régime lui-même. Mais ce qui pourrait émerger de nouveau ne signifie pas forcément que ce sera mieux. Eh bien ça, on ne le saura que lorsque cela arrivera, si jamais cela arrive, mais oui. Il insiste aussi sur le fait que la seule véritable solution est un accord international avec des inspections. Et il a probablement raison, c'est-à-dire que c'est la seule possible. Parce que jusqu'à présent, du moins à court terme, on ne voit pas la chute du régime. Écoute, si ça arrive, eh bien, espérons que le prochain régime ou le prochain gouvernement ne s'intéressera pas à cette question de s'armer avec des armes nucléaires et tout ça. Tranquille, mais on ne le sait pas non plus. C'est pourquoi ce que dit la franchise, c'est que la seule possibilité réelle en ce moment est de parvenir à un accord et de permettre à l'AIEA. Cet organisme atomique puisse donc examiner et voir de près ce qui se passe à l'intérieur. Un autre sujet qui attire également l'attention et qui, est très regrettable, ce qui se passe en ce moment à Téhéran. C'est que dans la capitale, il est rapporté qu'une série de procès ont lieu en ce moment. Attention. Avec cela, le régime iranien ordonne des procès qui pratiquement visent à éliminer davantage de jeunes qui ont protesté contre le régime. L'Iran ordonne des procès sans indulgence et menace d'exécution en pleine guerre. Ils ont ordonné des procès immédiats sans aucune indulgence pour les citoyens accusés de trahison, dans le contexte de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Le chef du pouvoir judiciaire, Gomolzaïn Mohazneh Ajei, a averti que les accusés pourraient encourir la peine de mort s'ils sont reconnus coupables. Voilà, c'est ainsi. Les autorités iraniennes affirment également que ces procédures visent, selon elles, à garantir la sécurité psychologique de la population en pleine période de conflit. Imaginez, c'est pour que tout le monde soit tranquille. Ils vont éliminer ceux qui ne sont pas d'accord avec qui ? Avec l'ayatollah, avec le premier, avec le guide suprême ou quel que soit le nom qu'on lui donne, n'est-ce pas ? C'est terrible ce qui se passe d'ailleurs, d'autres sujets qui sont aussi terribles, c'est ce qui se passe dans le conflit là-bas au Liban. Ils assurent à Netanyahou qu'ils ont ordonné à l'armée israélienne d'étendre la zone de sécurité au Liban. C'est désormais officiel car il avait été signalé qu'ils envisageaient une nouvelle ceinture de sécurité, pour ainsi dire, à la frontière entre le Liban et Israël. Ici, dans ce petit bout, ce qu'ils vont faire, c'est avancer un peu plus dans cette ceinture. C'est-à-dire prendre, disons, un morceau de plus du Liban et, en théorie, repousser davantage le Hezbollah. La controverse, c'est de savoir si cela ne ferait pas partie d'une manière de s'emparer du territoire libanais. D'un autre côté, le Liban est en alerte rouge parce que le Liban ne veut pas du Hezbollah, mais d'un autre côté, il n'a pas réussi à les contrôler. Et ce que dit Israël, c'est qu'il a aussi des raisons de dire « on vient de me lancer des centaines de roquettes ce dernier mois, comment pourrais-je ne rien faire ?» Alors, il y a une énorme tension. Mais Netanyahou est déjà sorti pour clarifier auprès du Premier ministre ce qui a été donné comme ordre. Et c'est, la partie la plus controversée, un ordre d'élargissement, dit-il. Le Premier ministre d'Israël, Benyamin Netanyahou, a ordonné d'élargir la zone de sécurité dans le sud du Liban. Le pays, comme vous le savez, est adjacent et possède une côte sur la Méditerranée, n'est-ce pas ? La décision vise à éloigner autant que possible la menace des missiles et des roquettes du Hezbollah. Netanyahou a également affirmé que cette mesure fait partie d'une nouvelle stratégie militaire visant à transformer la zone de sécurité en 3 ceintures de sécurité, qui se trouvent sur les territoires où opèrent donc ses ennemis, le Liban, la Syrie et Gaza. C'est ce qu'il a déclaré.
Un sujet très important, un sujet qui suscite évidemment la controverse. Parce que ceux qui sont de l'autre côté disent aussi eh bien, on nous prend, on nous enlève un morceau de territoire, et c'est là que se trouve actuellement le bras de fer. Eh bien, c'est officiel, un Vénézuélien a été sanctionné. Cet individu non, pas lui. Lui, c'est Maduro, celui qui est ici. Un officier vénézuélien, qui d'ailleurs est sanctionné par les États-Unis, a été nommé directeur du renseignement de la garde nationale du Venezuela. Cela doit sûrement déclencher des alertes aux États-Unis. Parce qu'au final, stratégiquement, ce que Desi Rodriguez a fait dans une position de faiblesse. Dans le sens où, eh bien, ils avaient pris Maduro de force, très rapidement et pratiquement sans conséquence pour les États-Unis. Eh bien, dit Desi, eh bien, ce phlogistique est en train d'opérer, non ? Mais en même temps, elle fait ses mouvements pour rendre plus solide le régime qu'elle dirige maintenant. Au bout du compte, elle non plus n'a pas été élue, et au bout du compte aussi. Elle a fait partie du madurisme ou du chavisme, peu importe le nom. Le régime de Maduro a nommé à l'époque le général Vladimir Humberto Lugo comme nouveau. Eh bien, le régime de Desi serait non, plutôt le régime de Desi. Il nomme ou place comme directeur ce personnage Humberto Lugo Armas comme nouveau directeur du renseignement de la garde nationale bolivarienne. Depuis 2017, il a été sanctionné pour sa participation à des actions au sein de la garde bolivarienne. La garde bolivarienne. Individu qui est ici. Alors, eh bien, il a aussi été inculpé par le ministère public vénézuélien pour violation des droits de l'homme après l'assaut du palais fédéral législatif cette année-là. Dans cet épisode, des groupes de choc ont pénétré au Parlement et agressé des députés d'opposition, alors que Lugo dirigeait le commandement de sécurité. Des témoignages à l'époque affirment que son ascension au sein de la garde nationale était précisément due à sa loyauté et à son radicalisme en faveur du régime. C'est déjà un personnage radical, un personnage qui s'est montré très dur et qui, eh bien, est maintenant chargé du renseignement. Imaginez-vous, ce mouvement se produit à un moment politique extrêmement délicat pour le Venezuela. La direction du renseignement est essentielle. Elle contrôle l'information, la contre-ingérence, le suivi politique, la sécurité intérieure. En somme, c'est la manière dont Rodríguez del Chiro, Rodríguez ou les Rodríguez, cherchent à consolider le pouvoir dans ce pays. Un sujet très grave qu'il faudra donc analyser. Mais ici, la grande question que je pose à nos amis qui nous regardent là-bas depuis le Venezuela ou aux Vénézuéliens de l'étranger, ce qui d'ailleurs est surprenant. Mais oui, le sujet de ce qui va se passer lors des prochaines élections au Venezuela s'est beaucoup estompé. Beaucoup de membres de la communauté vénézuélienne nous écrivaient avant souvent à ce sujet. Eh bien, ils sont là, du moins pour nous, à nous demander « qu'est-ce que nous voulons ? Que va-t-il se passer à l'avenir avec le régime ?» Et aussi en voyant que certains changements qui se produisent, eh bien, ce sont peut-être juste des miettes. Mais ce sont des choses positives qui ont été observées dans ce mouvement que mène Trump. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'idée de « bon, et vers où va aller l'avenir du Venezuela, non ? Quel sera l'avenir ? Comment ce gouvernement va-t-il se restructurer ? Est-ce qu'il va rester comme avant ? » Tous les regards sont tournés là-bas, il y a beaucoup de médias et beaucoup de gens qui observent quel sera l'avenir du Venezuela, beaucoup de gens qui veulent revenir, mais qui n'ont pas encore confiance. Ce genre de nouvelles, où l'on voit que des gens radicaux de l'ancien régime qui, je le dis, font partie du même groupe. Ne commençant pas à se positionner dans des domaines extrêmement clés, uniques, importants pour l'avenir, j'insiste, d'un régime qui ne veut tomber pour aucune raison. Un autre sujet qui attire également l'attention est ce qui s'est passé avec cette université qui se trouve à Beyrouth, au Liban. L'université américaine de Beyrouth aurait suspendu les cours, ce sont des cours en présentiel, au moins suspendus parce que le régime iranien a menacé toutes les universités américaines présentes au Moyen-Orient. Il y a eu une atteinte, une partie de l'université technologique de Téhéran qui aurait apparemment été touchée par un drone ou par un missile.
Et à partir de là, ils disent qu'ils vont peut-être attaquer ces universités. L'université américaine de Beyrouth a suspendu tous les cours en présentiel et est passée en mode virtuel, au moins pour les prochains jours, suite aux menaces des Iraniens. L'avertissement vient directement de la garde révolutionnaire, qui leur a dit qu'ils seraient des cibles, qu'ils pourraient tirer sur cette université, un sujet évidemment très grave. L'Iran a lancé cet avertissement et accuse les États-Unis et Israël de bombarder l'université de Téhéran. L'Iran affirme que les Iraniens ne pourraient pas l'université. Et le sujet, voilà le sujet, du moins en ce qui le concerne, c'est énorme. L'Iran a lancé un avertissement et l'université d'Iran a lancé un avertissement et accuse les États-Unis, l'université de Téhéran, l'Iran, ceci aux États-Unis, et de bombarder Téhéran. L'Iran a lancé cet avertissement et accuse les États-Unis de bombarder Téhéran. L'Iran a lancé cet avertissement et Téhéran, aux Européens qui voient comment chaque semaine, toutes les 2 semaines, il y a des attaques importantes contre ou sur la cybersécurité du continent. La Commission européenne a confirmé qu'ils ont de nouveau subi une cyberattaque contre l'infrastructure numérique. Concrètement, sur la plateforme cloud qui héberge le portail Europa UE. En dehors de cela, l'attaque qui a été détectée depuis le 24 mars n'a été rendue publique que maintenant, dans laquelle, selon la Commission elle-même, l'attaque n'a pas totalement interrompu le fonctionnement des sites web. C'était plutôt une attaque silencieuse, au cours de laquelle ils obtenaient et volaient les données. Ils essayaient essentiellement de capter toutes les informations possibles, sans que cela ne se remarque et sans mettre fin au système de la page du portail. Donc le portail semblait bien fonctionner, mais ils obtenaient en toutes les informations. La première enquête indique que les attaquants pourraient avoir extrait des données, même si cela n'a pas encore été confirmé et qu'on ne sait pas exactement combien de données ont été emportées. Pense-t-il que c'est dans cette direction ? Selon eux, l'attaque aurait visé cet endroit. Europa UE n'est pas un site web ordinaire. C'est la porte d'entrée vers les services d'enregistrement, d'abonnement, d'alerte et les systèmes administratifs de l'Union européenne. C'est pourquoi c'est important, même s'il n'y a pas de suspect pour le moment, car évidemment cela semble être une cyberattaque, car il s'agit d'une question de géopolitique, c'est-à-dire d'une affaire qui pourrait être liée à l'un des pays qui se sont affrontés ou confrontés récemment. Pour les Européens, passons à d'autres sujets, également importants. Sur d'autres sujets. Il y a aussi un incendie de forêt à Nozar de la Vera, à Cacert, là-bas en Espagne. Nous resterons attentifs pour voir comment cela évolue. Ce sujet est évidemment aussi une affaire importante parmi d'autres sujets. Tiger Woods, qui aurait été arrêté pour avoir conduit sous l'emprise de l'alcool, a déjà été libéré. Il a passé 8 heures derrière les barreaux, l'ancien golfeur, pas l'ancien golfeur numéro 1 mondial, puisqu'il a déjà été libéré. Ce n'est pas la première fois qu'il a des problèmes liés à l'alcool et à la conduite de ce genre de choses. Cela attire également l'attention aujourd'hui. Passons donc à d'autres sujets importants. Regardez ce qui se passe cette fois à Téhéran, en Iran. Voyons les détails. Au cours des dernières 24 heures, voici ce qui a été signalé. Ceci provient du même compte de la FDI, les Forces de défense d'Israël, qui montre cette attaque. Au cours des dernières 24 heures, plus de 150 avions de chasse ont été utilisés pour attaquer des installations d'infrastructures, selon leur rapport, en direction de l'Iran. Plus de 120 munitions différentes ont également été utilisées lors d'attaques contre des installations d'infrastructures de Téhéran. Les cibles incluent une installation pour le développement de composants critiques pour des missiles balistiques. Une installation utilisée pour les industries militaires du CGRI, c'est-à-dire de la force de la garde révolutionnaire. Non, qui également, opérerait aussi dans ce sens, non, ça aussi. C'est important de le mentionner, n'est-ce pas ? Cela fait aussi partie de ce qui se passe en ce moment. Pas d'autres affaires, pas d'autres sujets. Ce qui attire aussi l'attention, c'est ce qui se passe ces dernières heures. Dans ce rapport réalisé par l'OIE, l'Organisme international de l'énergie,
Mon ami dont je vous ai parlé au début a confirmé, grâce à des images satellites, que les usines de production d'eau lourde de Kondodab, qui font partie du complexe nucléaire d'Arak en Iran, ont subi de graves dommages. Et elle n'est plus opérationnelle, c'est-à-dire que cela est déjà confirmé par eux-mêmes, elle n'est plus opérationnelle. Cette usine, c'est donc un point clé, il est très important que cela soit su, car ce serait l'un des principaux objectifs des États-Unis et d'Israël dans ce conflit. Ce n'est pas un sujet, bien sûr, également important, n'est-ce pas? Au final, eh bien, restez attentifs à ce qui se passe partout. Mais j'aime aussi, de temps en temps, vous parler ici de choses curieuses. Comme ce qui se passe avec les passeports ont un classement selon le nombre de pays qui acceptent un passeport pour que tu puisses voyager dans un autre pays, n'est-ce pas? Et pour vous donner un exemple, depuis 2006, le passeport anglais, c'est-à-dire ceux qui sont du Royaume-Uni, d'après ce qu'on dit. D'ailleurs, cela est rapporté par le Passport Index. Org, le Passport Index. Org est une organisation qui étudie la puissance d'un passeport ou non. C'est-à-dire ce que tu peux faire avec ton passeport, jusqu'où tu peux voyager, où tu peux aller, etc., etc., n'est-ce pas? À quel point est-il difficile de l'obtenir? À quel point est-il cher? Normalement, les passeports varient beaucoup en prix selon les pays. Mais dans le cas du Royaume-Uni, par exemple, en 2006, le Royaume-Uni avait le 3e passeport le plus puissant du monde. En 2010, c'était le passeport le plus puissant du monde. Et où en est ce passeport aujourd'hui? En 2026. Il est maintenant 6e, ou il est tombé à la 6e place, c'est-à-dire qu'après avoir été numéro 1 en 2010, il est maintenant numéro 6, il a donc chuté. Dans quel pays le Royaume-Uni peut-il voyager? Eh bien, c'est ce qui arrive parfois avec les changements de politique de certains pays. Par exemple, le Mexique, en 2006, était à la 31e place. Regardez, en 2006, il était à la 31e place. Maintenant, regardez tout ce que ça a augmenté. Le passeport mexicain est à la 20e place. C'est-à-dire que plus de pays acceptent l'entrée sans aucun type de visa pour les Mexicains. Par exemple, pour le Mexique, 95 pays peuvent entrer sans aucun type de visa, simplement avec un passeport. Et puis, il y a un autre groupe d'une quarantaine de pays où tu as besoin d'une sorte de permis. Tu payes $20 ou quelque chose comme ça et tu passes. Et ensuite, il y a un petit groupe de pays, comme par exemple les États-Unis, le Canada, où tu as besoin d'un visa un peu plus complexe. Non, mais franchement, le classement n'est pas mal du tout, honnêtement, ce n'est pas mauvais. Si vous voulez et que le rapport vous intéresse, on peut le faire pour plusieurs pays. Dites-le moi, s'il vous plaît. Et on en parle ce soir pour en discuter ici avec toute la communauté d'Astério. Et voir, eh bien, comment ça va pour l'Argentine, comment ça va pour la Colombie, comment ça va pour le Brésil, n'est-ce pas? Celui-ci. Et ainsi, on peut passer par différents pays, pas pour, eh bien, un peu, comprendre comment est ce classement. Je trouve ça intéressant. Allons aussi à d'autres sujets, d'autres sujets aussi intéressants, curieux. Vous voyez, une étude, ça a été réalisée que je trouve très intéressante à partager ici avec la communauté, dans laquelle ils ont trouvé. Quel est l'exercice qui aide le plus à dormir? Non, au final, c'est un problème qui est très présent dans de nombreuses parties du monde. Je pense que cela nous est tous arrivé de lutter pour dormir, etc. Eh bien, on fait une étude, c'est ce que les scientifiques appellent une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils rassemblent des études de nombreuses institutions scientifiques. Ils rassemblent toutes les études de différentes années, plus ou moins récentes. Et ici, cette fois-ci, ils ont rassemblé ou analysé 30 études contrôlées portant sur 2500 personnes souffrant de troubles du sommeil dans différents pays. Oui, cette étude a identifié quel est l'exercice le plus efficace pour améliorer le sommeil à long terme. Oui, et ils assurent que ce n'est pas ce que les gens pensent. Voilà, c'est-à-dire non, ce n'est pas, le résultat. Ils assurent tant que parmi les plus remarqués, il y avait le tai chi par exemple, mais lequel aurait gagné? Selon les scientifiques et chercheurs de l'université des sports de Harbin, en Chine, qui est une puissance, ils disent que cette université est une référence en recherche scientifique dans ce domaine. Le résultat a été clair et de loin. Ils ont étudié toutes sortes de sports, haltérophilie, course à pied, marche, etc. Le yoga de haute intensité, pas n'importe quel yoga, le yoga de haute intensité a été l'exercice qui, de loin, a le plus amélioré la qualité du sommeil.
de façon extrême. Le plus surprenant, c'est que de courtes séances, moins de 30 minutes, 2 fois par semaine suffisaient, non. Les améliorations étaient surprenantes, les effets positifs commençaient à se faire sentir dès la 8e semaine, et à partir de là, la pratique devenait de plus en plus évidente, dit-il. Marcher, par exemple, est arrivé en 2e position, ce qui n'est pas mal du tout, tu sais, et c'est très simple, non? Marcher est arrivé en 2e position. Comme exercice le plus bénéfique pour mieux dormir, suivi de l'entraînement de résistance, c'est bien. Ces 3 places comme sont le yoga, la marche et l'entraînement de résistance. C'est ce qui a été fait comme étude pour le découvrir. Selon cette université chinoise, les effets, disent-ils, durent à peu près autant pour les autres exercices entre la 8e et la 10e semaine. Les bénéfices sont surprenants. Cependant, les experts avertissent qu'il n'existe pas de solution universelle à essayer, que cela ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde. Donc, c'est un sujet qui, je pense, est au moins intéressant à considérer. Ils assurent que cette découverte sera présentée dans différentes études et revues scientifiques, afin qu'elle soit analysée et étudiée par d'autres pairs. Et ainsi, cela deviendra comme une partie de là. Nous allons aller comme dans la recommandation médicale mondiale, mais cela va passer par un processus. Je vous annonce ici que c'est au moins l'approche qu'ils ont. Nous verrons évidemment d'autres avis, mais je me dis, cela me paraît assez logique. Au moins qu'ils soient parmi les premiers dans le yoga, le tai chi, la marche et les exercices de résistance. Non, c'est-à-dire que moi aussi. Il existe différents types. L'un d'eux est la résistance cardiovasculaire, courir, faire du jogging, nager, faire du vélo, sauter, faire de la corde à sauter, monter des escaliers, la danse, l'aérobic. Tout cela serait parmi les premiers choix. C'est aussi très vaste, non? Mais il n'y a pas la résistance musculaire, ce qu'on appelle la calisthénie. Squats, haltères, abdominaux, burpees, tout ce genre de choses. Et puis il y a un autre sujet qui est la résistance, à un autre niveau avec des méthodes très efficaces comme le HIIT. Évidemment, ce n'est pas une recommandation. Chacun doit vérifier selon ses goûts, son style, aller voir un spécialiste et voyez ce qui vous convient. Parce que chacun est différent, après tout. Non, bon, allons-y, un autre sujet. Bientôt, une autre mise à jour arrivera, il y a beaucoup d'informations pour nous. Le dimanche est le jour le plus actif, c'est toujours notre lundi. C'est comme ça, non? Donc, il y a beaucoup d'informations, alors dans un instant, nous reviendrons avec une autre mise à jour. Portez-vous bien, passez un excellent dimanche, un excellent week-end, on se retrouve dans un instant.